Quand on parle d'investissement à impact, on se demande souvent s'il s'agit d'un véritable engagement ou alors d'une démarche purement marketing. Clara Gaimard, vous avez fondé donc il y a 9 ans. 8 ans avec Gonzague de Blinière, la société d'investissement REIS, pour montrer qu'il y a une autre façon d'entreprendre. REIS est un acteur majeur sur le marché du private equity notamment. Alors parlons un petit peu du contexte économique. Le Covid est toujours là, mais l'activité redémarre plus vite que prévu, plus 7% pour la croissance. Un rebond spectaculaire. Comment se présente 2022 ? Quand on regarde, quand on observe aujourd'hui les choses, on voit, avec Gonzague, on avait eu cette idée dès le départ que si on attaque la raison d'être d'abord et on met les choses qui sont importantes pour les gens. La première, c'est bien sûr l'environnement, la parité. Dans la finance, ce n'était pas le cas. Nous, on a mis la parité en tête. Et les questions sociales, parce qu'il n'y aura pas de transformation environnementale sans traiter les questions sociales. Eh ben, on gagne. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans les 50 participations que nous, on a et qu'on voit aussi dans tout l'écosystème des fonds d'investissement, celles qui ont le mieux performé, ce n'est pas forcément celles qui sont que dans le digital, parce qu'évidemment, le digital a explosé. On a par exemple une participation dans Livestorm qui fait des webinars. Évidemment, ça a très très bien marché. On parlait ensemble de Virtuo qui fait de la location de voitures sans avoir besoin de passer par une agence. Ça a très bien marché. Mais on voit que celles qui ont vraiment passé le Covid sont celles qui avaient mis dès le départ ces enjeux environnementaux et sociaux et d'impact. Ça c'est la première clé qu'on peut dégager. Et la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, tous les grands investisseurs veulent des marqueurs et des marqueurs environnementaux. Nous, on a créé une méthodologie à impact qui nous permet de mesurer à la fois en valeur et en volume dans nos participations l'évolution de l'impact. Et nos grands investisseurs qui sont à nos côtés nous demandent de façon très, très précise, parce qu'ils ont besoin de le dire à leur partie prenante. Et c'est vrai aussi pour les grandes entreprises qui, aujourd'hui, quand elles signent des contrats, doivent d'abord avoir des impacts environnementaux clairement indiqués avant même qu'on parle du prix, de la prestation, etc. Donc on voit qu'en 2 ans, il y a eu un shift extrêmement important. Alors, il porte essentiellement sur la question climatique parce que c'est celle qu'on sait le mieux noter aujourd'hui, mais elle va aller évidemment sur les questions de biodiversité. On le voit aussi dans la transition agricole. Beaucoup de fonds d'investissement à impact investissent dans le domaine agricole. Et nous, quand on a commencé sur l'impact, on se disait le social, ça va peut-être être plus compliqué. Et en réalité, non, puisqu'on a investi dans des entreprises dans le social, on a investi dans des entreprises qui font de l'accompagnement aux personnes, on a investi dans des entreprises comme la Garrigue, qui font des prothèses, des prothèses pour handicapés. On a investi dans la formation des jeunes dans les campagnes, et notamment dans le problème de l'alternance, qui est un sujet qui était mal adressé en France. Et donc on voit que tous ces sujets à la fois d'enseignement, d'insertion et de prise en compte de la dimension sociale est clé pour arriver à la question, à résoudre la question environnementale. A fait ce pari-là au tout départ. Est-ce que aujourd'hui vous considérez que, au fond, ça s'est non pas standardisé, mais on fait du reporting et de la quantification intelligente. C'est-à-dire qu'avant, c'était un nice to have de parler de ESG, de responsabilité d'impact. Aujourd'hui, c'est un must-have, mais comme c'est un must-have, ça s'est professionnalisé, et y compris vis-à-vis de vos parties prenantes, dans les demandes qui sont celles des investisseurs qui placent leurs fonds chez REIS. Comment est-ce que ça s'est professionnalisé ? Parce qu'au fond, c'était non pas intuitif il y a 10 ou 15 ans, mais ça restait relativement artisanal. Est-ce que là, il y a vraiment une professionnalisation ? C'est-à-dire qu'on est passé du nice to have à l'idée que c'était bien. Donc effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, le greenwashing ou le social washing, au fait que ce soit les investisseurs, les parties prenantes ou même les entreprises dans lesquelles on investit nous ont dit, nous, on a besoin de cela. Donc, nous, on l'a fait dès le départ, mais aujourd'hui, tous les fonds viennent à donner des outils pour que les entreprises dans lesquelles ils investissent
puissent avoir les bons KPIs, comme on dit en français, pour l'ESG. Nous, on vient d'ouvrir un fonds avec Gonzague et les équipes qui s'appelle Seed for Good, avec l'idée d'aider les startups quand elles naissent à avoir la bonne méthodologie en environnement, en gouvernance et en social, parce qu'on sait que lorsqu'elles vont lever des séries A ou des séries B, ça leur sera demandé. Donc et on a la chance d'avoir justement bâti, nous, une méthodologie qu'on a évidemment adaptée à leur taille. Et elles viennent plutôt chez nous. On vient de lever ce fonds. On a investi dans Helios, qui est une jeune banque dirigée par 2 femmes, notamment, qui est une néobanque qui permet de garantir que l'argent sera placé que dans des sujets environnementaux. On a investi dans l'IXO, qui fait à la fois de l'imagerie et de l'intelligence artificielle pour la détection des déchets. Et on a investi dans Powers, qui fait du logiciel pour jeunes enfants, pour des jeux éducatifs pour jeunes enfants, puisqu'on sait qu'il y a une addiction très forte des jeunes enfants aux écrans, donc autant que ce soit utile. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les startups qui naissent sont exclusivement sur ces sujets-là, parce que c'était une contrainte et maintenant c'est une très grande opportunité de marché. On est dans une période très propice pour les fonds d'investissement. On se dit même que le record de transactions de 2018 pourrait être dépassé. Quelle part justement pour ces fonds écologiquement et socialement responsables? Alors, qu'est-ce qu'ils représentent aujourd'hui? Alors, le pourcentage, je ne saurais pas vous dire. Ce qui est vrai, c'est que pour la tendance. Les startups, c'est des chiffres qui paraissent inimaginables, parce qu'en 2014, la progression entre 2014 et maintenant, c'est 1200% de fonds investis dans les startups. Autrefois, on n'investissait pas dans les startups parce qu'on se disait qu'on allait perdre toutes ces plumes. Aujourd'hui, il y a une valorisation du marché des startups. Alors, le chiffre, c'est difficile de quantifier exactement le pourcentage qui va vers l'environnemental et le social, mais en gros, les 2 grandes tendances, c'est le digital et le social et environnemental. Ce qu'on voit, et c'est ça, je trouve, le plus intéressant, surtout dans la France d'aujourd'hui, c'est que de plus en plus de startups qui se lancent dans l'industrie. Elles ont du mal à se financer, donc si vous pouvez les inviter pour qu'elles trouvent du financement, parce que des startups qui font du SaaS, ça y est, le marché est là, les investisseurs ont compris ce que c'était que le SaaS. La petite transformation industrielle, c'est plus compliqué de trouver du financement. Or, c'est la clé de la réindustrialisation de notre pays. Et l'internationalisation des financements, parce que pour le coup, la France a retrouvé de l'attractivité, en particulier, l'écosystème French Tech a été quand même d'une redoutable efficacité. Et c'est vrai qu'on voit des très grands fonds américains ou même des hedge funds venir investir dans nos licornes. On a des troupeaux de licornes en France désormais, donc avec un rythme un peu effréné depuis 2 ans notamment. Comment est-ce que vous vivez ça? Parce qu'au fond, c'était un marché qui était non pas une chasse gardée pour les fonds français, mais malgré tout, on avait un accès plus direct. Est-ce qu'ils cèdent trop facilement aux sirènes de l'étranger, ou est-ce que malgré tout, il y a un petit peu de patriotisme économique chez les jeunes startups? La vérité m'oblige à dire que, Benjamin, vous avez très bien posé le problème. On n'a pas aujourd'hui suffisamment de grands fonds français et européens qui permettent de répondre à leurs demandes, parce qu'elles partent tout de suite à l'international. Et aujourd'hui, on est capable de mettre 10, 20, 30, 50 millions d'euros. Mais quand on passe à 300 millions d'euros, vous n'avez pas d'acteurs européens. Donc ça, c'est vraiment la prochaine pierre qu'il faut mettre à l'édifice. On est arrivé à faire tout le reste, mais ils nous font des gros fonds. Sur des startups ou sur du scale-up? Parce que c'est un peu les deux, au fond. Les deux, parce que vous en avez certaines qui vont tellement vite qu'elles passent du start-up à scale-up. Et sur l'impact, nous, on a créé un fonds de 250 millions d'euros sur l'impact, parce qu'on veut adresser non pas les start-up, mais la transformation des PME. C'est majeur de pouvoir mettre des tickets de 10 à 20 millions d'euros qui permettent de transformer l'existant. Ça aussi, il faut l'adresser. Mais des fonds d'impact à 250 millions d'euros en France, et je crois qu'on est à peu près le seul, les autres sont plus petits. Donc, vous touchez du doigt un des sujets majeurs qu'on a, c'est qu'effectivement, elles sont toutes financées par les Américains. Il ne faut pas oublier les Coréens, les Chinois qui sont aux aguets. Passé 5 ans, elles screenent le marché et elles prennent les meilleurs. Et de plus en plus tôt, en fait. Et de plus en plus tôt. Ouais. Ça veut dire qu'il faudrait un fonds souverain
pour Alors, la essayer... BPI joue son rôle. Je pense qu'on a la cœur. Non, mais honnêtement... Mais ce serait peut-être la façon d'aller peut-être un petit peu plus loin, justement. La BPI joue parfaitement son rôle. Aujourd'hui, les fonds grandissent beaucoup. Mais c'est vrai que... on n'a pas les fonds de pension en France, donc on n'a pas cette manne de financement qui nous permet d'avoir un matelas de toute façon à investir. Et il va falloir qu'on trouve d'autres types de solutions. Nous, on est parti de zéro il y a 7 ans et maintenant on a 1,5 milliard. Donc, mais si on en prend d'autres comme Tikeo, d'autres, ils ont grandi très vite. Donc cet argent-là, il existe. Ce qui serait bien, c'est que ça soit géré par des sociétés de gestion françaises plutôt que des sociétés de gestion américaines. Il faut nous laisser un tout petit peu le temps de grandir. Et peut-être aussi mettre en lumière le sens que nous mettons dans nos investissements, parce qu'on a voulu, nous, vraiment transformer la finance. On n'est pas les seuls, et mettre en lumière ces fonds qui respectent les entreprises, qui n'essayent pas de pressuriser le citron pour gagner le maximum d'argent. Nous, on les accompagne, on réinvestit dedans, on fait du capital patient, long terme. On insiste, nous, on a plus de 30% des entreprises dans lesquelles on investit qui sont dirigées et fondées par des femmes. Le marché, c'est moins de 10%. Ouais. Donc, je crois qu'il faut aussi se dire que si on met ça en lumière... Est-ce que c'est aussi un horizon européen, au fond ? Bien sûr. Parce que notre marché, il est européen. Le marché est européen. Oui. Et quand on regarde les fonds européens, au fond... beaucoup de leurs investisseurs sont européens et investissent dans des boîtes européennes. Et c'est sans doute le bon horizon pour avoir la taille critique, pour résister à ce qui se passe aux États-Unis avec des fonds qui sont des mastodontes, et puis avec ce qui arrive d'Asie, de Chine, de Corée, du Japon. Et puis on a aujourd'hui la chance d'avoir pas mal d'investisseurs qui sont soit des family office, soit des grands investisseurs européens qui s'intéressent au marché français. Ils y viennent un peu plus tard. Mais c'est vrai que s'ils venaient investir dans nos sociétés de gestion, ça serait très bien et on s'y emploie. C'est un appel. On va poursuivre avec Pauline Duval. Rebonjour, directrice générale du groupe Duval. Groupe familial, alors qui est quand même très diversifié. Dont on en parlera plus précisément dans la deuxième partie de l'émission, consacrée à la stratégie de l'entreprise. Votre cœur de métier, c'est quand même l'immobilier. L'immobilier à 360 degrés, j'ai envie de dire, des sociétés foncières. Vous investissez aussi dans le tourisme, dans les golfs. Alors, concernant... le marché immobilier, 2020 marqué par la pandémie, 2021 a été un bon cru. Comment ça se présente là pour 2022 ? Alors évidemment, en promotion immobilière, pendant le premier confinement, on a eu un coup d'arrêt. Tous les chantiers ont été arrêtés, et pas que chez nous d'ailleurs, partout. Ensuite, ça a très bien repris. Alors nous, on est promoteurs, on a effectivement aussi des foncières. Dans nos foncières, on a beaucoup de commerces. Donc... je connaissais pas surtout le sujet Carrefour aussi, mais voilà, on a pas mal de retail parks partout en France. Et donc évidemment, la plupart ont dû être fermés aussi. Mais sauf que ces retail parks, finalement, c'est nous du commerce de périphérie de ville qui sont en région. Et c'est très vite reparti finalement une fois que les commerces ont pu rouvrir. Donc après, malheureusement, il y a eu d'autres temps d'arrêt avec d'autres confinements successifs. Nous, ce qu'on a réussi à faire, c'est de pouvoir accompagner la plupart de ces commerces avec des franchises de loyer, entre autres. Et aujourd'hui, je pense que c'est plutôt bien reparti. La plupart ont quand même pivoté avec beaucoup de digital. Vous l'aviez dit au départ, donc c'est une bonne chose. Et au niveau de la promotion, si je dois y revenir, le seul petit hic que je pourrais dire, c'est finalement les délais de livraison des matériaux. Et aussi, du coup, l'augmentation, l'inflation, l'augmentation des prix de ces matériaux. Ça s'est un petit peu calmé, mais fin d'année, c'était quand même un gros sujet pour nous tous. Oui, parce que ça veut dire que des chantiers peuvent être retardés ou carrément arrêtés du manque de matières premières. Exactement. Et puis, ne serait-ce que même en plein milieu d'un chantier, on pouvait avoir des constructeurs qui nous disaient je ne m'y retrouve plus en termes de coûts, donc je dois réaugmenter mes tarifs que nous avions négociés initialement. Et donc sur le prix final, vous arrivez à mesurer aujourd'hui l'impact inflation, à quel moment ça va arriver chez le consommateur final qui, in fine, devra absorber une partie de l'inflation, même si vous avez, j'imagine, fait aussi votre part en interne. Bah ouais, évidemment. Alors malheureusement, nous, quand on a comme ça des constructeurs qui nous disent je suis obligé d'arrêter le chantier, il faut qu'on renégocie les prix, évidemment, ça va se faire répercuter sur le consommateur final. Après, nous, on essaye de faire attention à tous ces sujets. Là, c'est en train de se calmer, donc peut-être que finalement, ça ne se verra pas tant que ça.
Mais bon, après, j'ai malheureusement pas de boule magique pour voir comment ça va évoluer. Et vous faites du retail park. Comment est-ce que c'est un peu le sujet depuis quelques années sur l'immobilier commercial. Voilà, on va réinventer l'expérience client, on va avoir de nouveaux lieux, on a des pure players qui passent en physique parce qu'ils se rendent compte que malgré tout, il y a une expérience en boutique, il y a une expérience de shopping qui n'est pas la même devant son écran ou sur mon téléphone. Chanel a la même taille que Lidl, et donc évidemment, il y a un petit sujet, là, je vais me faire des amis. Mais comment est-ce que vous appréhendez ces transformations-là qui ont peut-être aussi été un peu accélérées avec la pandémie, où c'est vrai que si je prends mon cas très personnel, je commande un peu plus de choses sur le web que je ne le faisais avant parce que ça a été aussi des nouveaux usages. Comment est-ce que vous appréhendez ça ? Alors, il faut faire attention parce que nous, on est parisiens, donc c'est sûr que les livraisons, c'est aussi plus pratique. Et que suite à la pandémie, c'était plus anxiogène, je dirais, de prendre les transports pour aller dans une petite boutique en plein milieu de Paris, alors que finalement, de prendre sa voiture et de se garer devant son magasin, c'était beaucoup moins anxiogène, et un magasin dans lequel on a 1000 mètres carrés. Voilà, donc il faut faire attention. Nous, tous les commerces qu'on a en patrimoine, c'est des commerces vraiment en périphérie de ville. Donc, on joue aussi sur les territoires, l'économie des territoires, et on crée de l'emploi aussi localement, via tous ces commerces. Justement, cette crise du Covid, elle a modifié un petit peu la structure du marché immobilier, avec cette envie peut-être de se rapprocher. C'est un peu la revanche des villes moyennes, en fait. Hein. Oui, c'est vrai. Alors nous, on l'a vu avec nos partenaires commerçants. En fait, ils nous ont dit que leurs clients étaient revenus plus rapidement, finalement, dans ces grands magasins en dehors des villes, plutôt que dans les petits magasins en cœur de ville. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, ça a changé. Ça a changé, oui. Et du coup, c'est la revanche des villes moyennes, parce que ce qu'on observe beaucoup depuis maintenant 1 an, c'est la flambée des prix de l'immobilier dans des villes où, au fond, avant, le marché était relativement flat, on croissait, mais pas de manière aussi rapide et aussi saccadée, et que le Covid, le télétravail, parce qu'il y a aussi l'immobilier de bureau, et souvent les deux sont liés, c'est dans des programmes mixtes. Est-ce que ça, vous avez aussi dans le marché cette tendance que vous avez pu identifier de rebond dans des villes moyennes, et donc de gens qui, aujourd'hui, ont des difficultés à accéder à un logement là où ils travaillent ? Alors oui, le prix de l'immobilier a augmenté aussi suite à l'offre et la demande, évidemment, de la plupart des personnes qui ont pu s'éloigner des très grandes villes pour aller dans des villes moyennes. Après, le télétravail a aussi permis à certains de sortir même des villes. S'ils n'avaient pas d'enfants pour les mettre à l'école. Mais voilà, je pense que c'est aussi temporaire. Finalement, à partir du moment où on a une famille, on doit être proche aussi des écoles. Finalement, on va pas aller tout le monde ne va pas aller à la campagne, je pense. Alors, on parle de plus en plus aussi de construction durable. Hein. On évoquait avec Clara Guémard la finance durable. Vous avez pris le virage RSE il y a des années, mais où en est le secteur de l'immobilier en la matière ? Est-ce que vraiment les acteurs y voient l'opportunité de se renouveler, ou est-ce que c'est quand même un petit peu un mariage de raisons ? Non, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, ce que disait Clara aussi, c'est que finalement, on est presque obligé d'aller vers ces sujets innovants pour baisser notre empreinte carbone dans le bâtiment. Finalement, la construction, c'est un des secteurs les plus polluants. Donc on se doit d'aller... en plus, la plupart de ces grosses entreprises sont cotées en bourse, donc finalement aujourd'hui elles ont des obligations pour... donc tant mieux. Hein. La taxonomie européenne. Voilà. Nous, en fait, on est un groupe familial engagé, donc finalement, ça fait partie de notre ADN d'aller chercher des innovations pour améliorer notre empreinte carbone. Donc on est en permanente veille pour aller chercher des innovations. Le gros sujet aujourd'hui, c'est de pouvoir industrialiser ces innovations. Parce qu'il peut y avoir des innovations qui vont fonctionner pour baisser notre empreinte carbone pour un bâtiment, un petit bâtiment, mais pas forcément à l'industrialiser. Alors après, il y a d'autres sujets. Il y a eu des idées de faire plus de construction en bois. Mais pareil, ça peut aussi être une fausse bonne idée, parce que si on va chercher le bois au Canada, je ne suis pas sûre que l'empreinte carbone soit bonne.
Voilà, donc c'est tout un équilibre à trouver. Et cet écosystème d'innovation, vous évoquez le marché du bois, il y a des entreprises en France qui se sont lancées là-dedans. Est-ce que la France est assez moteur sur ces sujets de nouveaux bâtiments, que ce soit de bâtiments basse consommation, de nouveaux matériaux? Est-ce qu'il y a une signature un peu française, européenne, ou est-ce que, au fond, l'innovation se fait un peu ailleurs? Non, je pense que les innovations sont un peu partout à ce sujet-là. Après, on le voit souvent dans les appels d'offres. Les maires poussent beaucoup pour ces innovations-là. Donc ça va dans le bon sens, effectivement. Après, il faut faire attention justement à ce que le coût de construction, du coup, n'augmente pas tant pour finalement le client final pour acheter son logement. Oui, il faut arriver à marier à la fois l'intérêt environnemental et le pouvoir d'achat. Et l'équilibre financier. Ça n'est pas simple. Et équilibre des territoires aussi, puisque voilà, vous êtes aussi un acteur du développement des territoires. Comment inscrire ces programmes immobiliers écologiquement responsables dans une démarche plus large de développement des territoires? Voilà, et en fait, nous, on essaye aussi, à chaque fois qu'on construit, de pouvoir planter des arbres, par exemple, créer des forêts urbaines autour de nos bâtiments ou à côté. Voilà, on essaye de faire en sorte que dans les territoires, on ne construise pas n'importe quoi. Mais est-ce que ça veut dire aussi qu'il faut revoir un petit peu, repenser les territoires autrement, en incluant de nouvelles problématiques comme l'environnement, ok, mais les mobilités, je ne sais pas, penser plus à l'habitat partagé, l'habitat inclusif, penser aussi au bien-être de la population. Est-ce que ça, vraiment, on y est ou pas encore? Ah non, je pense qu'on en est encore vraiment loin. Ouais, la mobilité, c'est un gros sujet. Mais finalement, c'est comme, comment dirais-je, ce que vous venez de dire, on peut pas construire et continuer d'étendre nos villes sans mobilité. Et en plus de ça, ça va à l'encontre de ce qu'on a envie de faire aujourd'hui, avec l'artificialisation des sols, par exemple. Donc il faut faire attention. Il faut peut-être aussi reconstruire certaines friches urbaines qu'il faudrait repenser, dépolluer. Donc, en fait, il y a pas mal de choses à voir avant d'aller construire un petit peu n'importe où. Oui, il y a beaucoup de dents creuses, il y a de la rénovation urbaine, Exactement. il y a même, il y a des friches commerciales. Même à Paris, il y a des taux de vacances importants, de l'ordre de 10%. Donc, c'est de la requalification. Et ça, c'est aussi un enjeu. C'est encore un autre enjeu. Ouais, c'est ça. Le 1er février a été lancé France 2030. Ça va permettre un petit peu de répondre à tous ces défis. Là, ça va donner une impulsion. En fait, chaque année, il y a des impulsions, je dirais, différentes sur ces sujets-là. Donc, ça va dans le bon sens. Parfois, c'est aussi des gros appels d'offres autour de Paris, par exemple, avec des enjeux de rayonnement à l'international, finalement aussi. Et c'est aussi ce que la plupart de nos maires essayent de faire aussi, du rayonnement de leur ville en France. Donc, je trouve que tout le monde va dans le bon sens. Après, ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est vraiment un enjeu d'équilibre financier et pas faire n'importe quoi et pas aller vers les fausses bonnes idées d'empreinte carbone. Voilà, pour concilier des logements de qualité tout en baissant l'empreinte carbone. Voilà. Vous restez avec nous toutes les deux. On va se tourner maintenant vers l'avenir avec Next Step. On va voir comment, dans ces secteurs en pleine mutation, vous envisagez le futur.